On est très heureux de vous accueillir ici dans cette exposition. Qui retrace cette saga extraordinaire de la famille Rothschild et de sa passion pour la voile, pour le monde nautique, au travers bien sûr de la saga des Gitanas qui a commencé en 1876. Et c'est pour ça qu'on fête aujourd'hui les 140 ans de cet engagement et cette passion de la famille de Rothschild pour la voile. L'engagement et la passion plus récemment, c'est Benjamin et Ariane de Rothschild qui ont fondé le Gitana Team en l'an 2000 avec une ambition vraiment de professionnaliser l'ensemble des équipes, de développer évidemment les types de bateaux tout à fait particuliers. Le dernier en date étant le classe IMOCA, le Mono 60, monocoque qui va participer, le Mono 60 et le Rothschild qui va participer à cette Everest des mers qui est le fameux Vendée Globe. Et donc pour en parler aujourd'hui, on a le grand plaisir bien sûr d'accueillir Sébastien Josse, le skipper du Team Gitana qui va vous présenter tout à l'heure les enjeux, la frayeur peut-être aussi de participer à ce Vendée Globe et surtout le niveau de préparation tant physique que mental nécessaire pour participer à cette compétition de très haut niveau. Sébastien a rejoint le Team Gitana il y a 5 ans, donc on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui à Genève. Et on lui envoie toute l'énergie possible pour le départ des Sables d'Olonne, du Vendée Globe qui partira donc début novembre. Pour nous en parler également, Cyril Darnachti, qui est le directeur général du Gitana Team depuis 10 ans, qui a fait beaucoup de compétitions de voile, en particulier planche à voile. Il a été champion de France et vice-champion du monde de planche à voile, il y a longtemps. Mais on est très heureux également de l'accueillir et il va nous parler plus en détail tout à l'heure de cette saga et des enjeux que cela représente pour la famille de Rothschild et pour toutes les équipes du Gitana Team qui sont mobilisées depuis de nombreux mois pour cette participation qui s'annonce tout à fait extraordinaire au sens premier du terme. Voilà, je crois qu'il y a un petit film. On va commencer par la présentation d'un... Oui, alors, peut-être 2 mots. J'aimerais aussi remercier Guy Mettan, directeur du Club Sud de la Presse, et vous tous d'être présents aujourd'hui et d'avoir pu organiser cette conférence de presse. Et comme le veut la tradition, n'est-ce pas, mon cher Guy, il y a la signature du livre d'or qui est demandée aux principaux orateurs. Impossible de s'exprimer sans signer le livre d'or. Voilà. J'ai plaisir. Pour moi, c'est un peu de plaisir parce que le Club Sud de la Presse a été fondé il y a 20 ans. Et la première conférence de presse dans le Club de la Presse a été fondé il y a 20 ans. Il y aura 20 ans l'année prochaine. Et la première conférence de presse qu'on ait jamais organisée, c'était avec M. Bourgnon. Avec un navigateur. C'est lui qui a inauguré notre Club de la Presse. Je vous souhaite bonne chance pour ce défi. On vous donne. Au revoir, signé. Et puis, si vous avez des questions, vous voulez des photos particulières, Tiffaine Probosetta est la responsable communication du Gitana Team, donc elle est à votre disposition. Si vous voulez des supports techniques particuliers par rapport soit à l'exposition, soit à des photos, des vidéos qui retracent la saga Team Gitana. Est-ce qu'on va lancer le film pendant la signature? Ça sera parfait. Il y a des petits, voilà. Merci. Merci. Excusez-moi. Le film, c'est possible de Ça dépend comment faire. c'est pour le mettre sur le Ça aussi, c'est pas mal. le son.
C'est mieux que vous mettiez devant Parce qu'à l'écran. contre-jour, on va Comment prendre ça des fait photos. contre-jour? Cyril. Cyril, donc, qui est le directeur général du Gitana Team, comme l'a expliqué Jérôme, l'écurie de course au large fondée par Ariane et Benjamin Rothschild. On a la chance d'être à Genève dans le cadre de la commémoration des 140 ans. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment le Gitana Team s'inscrit dans cet héritage maritime qui est unique au monde et dans les grandes lignes, nous détailler un petit peu ce qu'est cette écurie de course au large et le programme sportif qui dépend de ton autorité. Alors, moi je vais faire, je vais parler fort. Non, c'est pas là. Non, je sais pas. Comme vous pouvez le voir, en fait, Gitana, c'est une histoire qui date maintenant de 140 ans, puisqu'on est en train de justement fêter ça. Le premier bateau, en fait, à être mis à l'eau, c'était en 1876, pas très loin d'ici, puisque c'était en fait près du port Gitana, qui se trouve de l'autre côté en fait, du lac. En fait, on porte un héritage et une responsabilité finalement de toute cette histoire. Donc c'est une grande fierté de porter ces projets et notamment cette année où on a eu une année, et on va en revenir plus tard, mais c'est une année extrêmement dense puisque nous avons beaucoup de projets en fait en cours et qui ont été menés depuis maintenant un an. En fait, cette équipe, Gitana, c'est une vingtaine de personnes. Il faut juste imaginer qu'aujourd'hui, l'équipe, elle est capable de construire dans la globalité un bateau. C'est-à-dire que nous avons tous les corps de métier qui sont représentés, c'est-à-dire que ça va du spécialiste des matériaux composites en passant par la mécanique, l'électronique, l'électricité, l'hydraulique. Et en fait, chaque maillon en fait, est essentiel à l'autre pour que justement on puisse ensemble progresser et faire aboutir finalement un bateau qui sera, on va dire, en tout cas on essaye de faire en sorte que ce soit le meilleur bateau. Et en ça, c'est vrai qu'on porte tous cette passion et cette responsabilité de systématiquement d'être, en tout cas d'essayer d'être les meilleurs. Où est basée l'équipe? Alors l'équipe est basée à Lorient. Nous étions initialement à la Trinité-sur-Mer et puis en fait Lorient est vraiment un pôle d'excellence en termes de navigation et de technologie. Et du coup on a décidé de se déplacer et nous avons récupéré une base de 1200 mètres carrés à Lorient qui nous permet justement de développer tous nos bateaux. On a un grand hangar dans lequel justement systématiquement après nos courses ou après nos entraînements, on rentre le bateau et on les prépare de façon à ce que justement on puisse gagner et en tout cas optimiser nos bateaux. Après l'année, c'est une année extrêmement dense puisque en fait on avait plusieurs projets cette année qui étaient d'abord, vous avez pu le voir sur les images, nous avons donc Gitana 15 qui était le premier bateau de course au large que nous avons pu faire voler, c'est-à-dire qu'on avait les images de la Coupe de l'Amérique où vous avez vu en fait les bateaux être posés sur des foils et vraiment être en l'air. Et on s'est dit que la course au large allait inévitablement passer par là. Et donc on a travaillé pendant plus de 2 ans pour pouvoir faire voler le premier bateau de course au large. Chose qu'on a réussi à faire dernièrement. Dans le même temps, on a lancé la construction d'un maxi trimaran qui va permettre de préparer très prochainement, à savoir l'année prochaine, la Transat Jacques Vabre, puis la Route du Rhum et ensuite un tour du monde en solitaire en 2019 avec Sébastien.
Et puis on a également très prochainement, comme vous avez pu le voir également, notre point d'orgue qui va être cette année le départ du Vendée Globe, qui est donc cette course qui part des Sables d'Olonne et qui revient aux Sables d'Olonne en faisant le tour par les 3 grands caps. C'est une course en solitaire, sans assistance. Et ça, ça va être un gros maillon de cette année, puisque ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. On a mis toutes les chances de notre côté, en tout cas, pour essayer d'être le plus près possible. Le bateau sera le 6 novembre au départ, et maintenant, Sébastien de finir le travail. On me demandait, c'est une course en solitaire, mais c'est vrai qu'on insiste souvent sur le fait que pour partir seul, Sébastien a besoin d'être bien entouré, justement par cette équipe que tu diriges. Alors ça peut paraître des mots, mais c'est vraiment très important cet esprit d'équipe, surtout sur des courses où on va le laisser seul 3 mois tourner autour de la planète. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que chaque personne finalement du projet est importante. Chacun a des maillons, ou en tout cas comme des maillons, on est vraiment une chaîne finalement de compétences. On essaie de préparer un bateau de façon à ce que finalement on puisse pallier à toutes les éventualités. C'est-à-dire qu'une course en solitaire comme le Vendée Globe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute manière sur 75 jours de mer, il est certain qu'il aura des problèmes, c'est sûr. Et la trousse à outils, à un moment ou à un autre, il va la sortir et il faudra qu'il travaille dessus. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas au niveau de l'équipe, c'est d'abord effectivement de préparer au mieux le bateau et de le mettre on va dire à sa pogne, mais au-delà de ça, c'est qu'on a également fait en sorte que tous les systèmes en place, on puisse entre guillemets avoir des redondances, sans que ce soit non plus pénalisant en termes de poids, parce que, alors vous ne le savez peut-être pas, mais on est vraiment à la chasse au kilo, c'est un peu comme la Formule 1, c'est-à-dire que dès que vous avez 1 kilo de plus sur votre bateau, c'est une pénalité finalement que vous vous infligez. Donc ça veut dire que systématiquement, en fait, on pèse le pour, le contre, de ce qu'on va mettre en plus ou en moins à bord, parce que la performance passe par le poids. Et donc, une fois qu'on a mis en place tout ça, c'est vrai que finalement le dernier maillon de cette histoire-là, c'est Sébastien, c'est lui le plus visible. Et finalement, il faut juste imaginer que on est tellement impliqués tous dans ces projets, et dans ce projet notamment, que finalement quand il perd, on perd ensemble, et quand on gagne ensemble. Donc, il y a en fait une communication permanente, et c'est vrai qu'après et c'est vrai qu'après, mais ça il va nous en parler certainement Sébastien, mais après le contact entre le terrien finalement et le marin se fait par mail, par téléphone, et tous les soucis qu'il peut rencontrer finalement il nous le retranscrit. Il a en gros un mode d'emploi sur le bateau, mais il y a des choses qu'il ne peut forcément pas résoudre lui-même. C'est-à-dire que, en gros, il faut imaginer que vous avez construit votre maison sur... vous venez de la voir, elle est neuve, vous partez sur 10 ans, et vous savez que de toute manière, dans les 10 ans qui vont suivre, vous aurez forcément un problème de plomberie, il faudra changer le siphon, vous aurez un pont qui sautera, etc. Ça, c'est des choses qu'il aura forcément dans ces 75 jours-là. Après, si vous rentrez à un moment quand vous avez une panne électrique, au-delà de changer le fusible, si vous avez d'autres soucis, vous appelez l'électricien. Là, ce sera pareil. Il y a des choses qu'il est capable de faire, d'autres qu'il ne sera pas, et quand ce sera plus grave, il nous appellera en disant bon, les gars, j'ai un souci, aidez-moi. Et on sera. Donc ça veut dire qu'on est branché H24. Vous pouvez toujours parfois entre celui qui est en mer et celui qui est à terre, si vous n'êtes pas d'accord, par exemple. Non, alors, le principe de base, c'est déjà que, on est forcément d'accord. Non mais... alors, sur le choix adopté, alors, en mer, c'est lui. Finalement, en mer, c'est lui. C'est le seul décisionnaire. Maintenant, nous, on essaie de lui donner les clés, de pouvoir continuer. Et puis après, à un moment, je dirais, le pire, c'est finalement quand on doit abandonner, c'est de savoir où on met le curseur et est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. C'est un peu ça la décision. Et ça, en général, on l'apprend plutôt collectivement. On s'appelle, on en discute, on se rappelle, et puis on tranche. Avant de pouvoir discuter un peu avec Sébastien, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet de son parcours, on va vous passer un film qui est vraiment, qui
qu'il y ait vraiment une immersion dans ce que va être son quotidien pendant 3 mois. Vous verrez que le garçon est assez timide, mais voilà, c'est plus efficace. Sans escale et sans assistance physique. J'ai participé déjà en 2004 et en 2008. En 2004, j'ai fini 5e, c'était mon premier Vendée Globe, c'était vraiment pour découvrir la dimension de cette course. Parce que prendre le tour du monde en solitaire, c'est pas anodin. En 2008, je suis retourné avec une ambition de victoire. Arrêté au large de la Nouvelle-Zélande sur un tournage de classe. Et voilà pourquoi un peu la raison d'y retourner une 3e fois. Il y avait un petit peu un bout d'inachevé. Gitana avait eu à peu près la même histoire en 2008 avec Luc Perron. Et là, Si, il marche mieux. Sébastien est timide. Ça marche mieux. Je recommence. Non, c'est bon. Et donc voilà pourquoi revenir, c'est vraiment pour finir le monde et aussi avec une ambition de victoire comme votre équipe. Alors, comme vous, c'est votre 3e participation, c'est ça? Au niveau de l'évolution de la technologie, parce que bon, vous êtes un vrai marin, quand on voit le film, on voit qu'il y a beaucoup de technologie autour de vous. J'imagine que s'il y a une panne, vous savez vous en sortir quand même, parce que Cyril parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir son équipe qui vous
soutien, on va dire, en coulisses à terre. Mais maintenant, comment est-ce que vous avez évoqué l'éventualité d'une panne technique, et je dirais technologique, parce que comment fonctionne le bateau? Il fonctionne grâce quand même à l'homme. Oui, C'est vous qui décidez. le bateau il fonctionne grâce à l'homme, mais ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il y a 20 personnes qui travaillent sur ce bateau et qui essayent d'anticiper le plus possible les éventuelles avaries. Donc il y a des points de faiblesse sur ces bateaux, on les connaît, les usures dues à l'utilisation, comme on change ses pneus sur une voiture. Nous on va avoir des pièces mécaniques que je pourrais éventuellement changer pendant la course suite à une mesure pas anormale, c'est une mesure connue. Et après, il y a les imprévus, les aléas de la course qui sont les ovnis, c'est tout ce qui est les objets flottants qui sont difficilement identifiables. Il peut y avoir des erreurs humaines aussi liées à ma part, à cause un peu de fatigue, un peu du mauvais temps. Donc je peux ne pas utiliser le bateau comme il se doit. Alors des fois ça passe, des fois ça passe pas, donc ça engendre un peu de bricolage à suivre. Et puis voilà, 3 mois autour du monde sans assistance technique, le matériel il est mené à rude épreuve, il faut particulièrement être attentif. Et de temps en temps, moi j'ai pas tout le savoir de tous les artisans qui travaillent sur ce bateau, donc plutôt que de faire démonter une pièce et puis pas savoir la remonter, je préfère passer un coup de téléphone en disant ok, j'ai tel endroit du bateau qui fait tel bruit, je vois une usure qui m'inquiète un petit peu, on réfléchit ensemble à une solution. Justement, première course en 2004 maintenant, est-ce que pour vous, justement, la technologie aura peut-être une grande part dans votre future victoire? C'est ce que vous souhaitez? La technologie elle est très dominante et à chaque fois on part de l'état de l'art, donc ce qui se faisait de mieux en termes d'architecture navale, et puis là il y a une évolution qui sont les foils, donc c'est tout nouveau, ça a été testé sur des ponts atlantiques, ça n'a pas été encore testé sur un tour du monde. On essaye toujours d'être à la pointe de la technologie et des avancées architecturales. Il y a toujours un pari, mais si on n'essaye pas, on n'a pas de réponses et on accumule l'expérience au fur et à mesure des navigations. Mais la technologie, c'est le mot qui est dans l'esprit de chacun. On va pas mettre un système sur le bateau qui date d'il y a 10 ans. On va essayer d'avoir l'état de l'art plus une innovation. Est-ce que pour la précis, tu peux ajouter que par exemple là pendant 1 an, tu t'es formé sur des aspects spécifiques du bateau avec les spécialistes de l'équipe, que tu as eu des stages de formation? Exactement, j'ai eu des stages de formation pour la mécanique, donc comment monter un alternateur, leur démonter, changer une courroie, réparer un trou sur le bateau, donc le composite aussi c'est pas ma spécialité, donc il faut utiliser des résines, des durcisseurs, différents tissus selon la gravité du problème. Il y a eu des stages médicaux pour savoir éventuellement se recoudre ou se recoller une plaie. Et encore, sur les gouttes, toutes les cordes sur le bateau, c'est pas juste avec un nœud, maintenant c'est des fissures, on peut savoir les rabouter, éventuellement les changer. Donc voilà, ce qui est très intéressant parce qu'on a une vue un peu globale de notre bateau et pas juste atteindre un chiffre donné qui est la vitesse maximum du bateau. En 2008, vous avez dû abandonner, vous n'êtes pas représenté après en 2012, ça vous a fait je sais que c'était pourquoi, pour la raison, parce que vous avez pas retourné en 2012. Parce que pour retourner sur le Vendée Globe, on peut y retourner pour faire le tour du monde. Ça, c'est pas quelque chose c'est pas ma première motivation, c'est quand même dur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de gagner le Vendée Globe. Donc pour y revenir, il faut un bateau de dernière génération, il faut avoir le temps, il faut trouver les financements. Donc c'est tout ça qui fait que le Vendée Globe, et puis il faut la motivation, voilà, enchaîner les Vendée Globes, ce que je disais tout à l'heure à mon confrère. C'est difficile de faire ça pendant 10 ans, c'est pas évident. Il faut vraiment
prendre le départ du Vendée Globe avec la réelle conviction qu'on a le potentiel de gagner. Alors, il y en a d'autres qui l'ont, mais y aller sans cette motivation, je pense que c'est pas mon truc. D'autres questions? En 2008, la casse, c'était quoi? C'était une voile? En 2008, non, une voile, c'est pas grave. En 2008, c'est une vague qui a cassé le roof, donc la partie du voilier. Le bateau était vraiment touché structurellement et donc la sécurité dans les mers du Sud n'était plus à son optimum. Donc on a préféré faire demi-tour plutôt que de perdre le bateau un petit peu plus loin. C'est hyper concret, vous montez dans le bateau, il n'y a rien. Le plus dur, c'est de rien mettre. Alors ça commence d'abord par l'architecte qui va essayer d'optimiser la structure du bateau. Donc selon les efforts, il va appliquer même plus ou moins l'épaisseur de carbone. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, donc on utilise dans les métaux, c'est souvent du titane, parce que c'est plus léger, plus résistant. Et puis après, il faut voir l'intérieur du bateau. Il n'y a pas de peinture. Parce que c'est tout le monde a le même bateau ou pas? Non, tous les bateaux sont prototypes. Voilà. Tous les bateaux sont nés d'une équipe. Alors, il peut y avoir les mêmes architectes, mais les demandes à l'architecte ne sont pas les mêmes. Donc tous les bateaux sont différents. Et il y a des équipes qui vont vouloir prendre plus ou moins de risques, qui vont être plus ou moins conservateurs, d'autres qui vont être plus innovants. Donc les bateaux peuvent être différents aussi selon les skippers. Il y a des skippers qui vont vouloir naviguer avec des bateaux très puissants, qui vont faire des bateaux très larges, très lourds, et d'autres qui vont naviguer plus en finesse, qui vont chercher à avoir des bateaux un peu plus étroits. Et ouais. Tout ça, le poids, la puissance, c'est lié, donc à un moment c'est des compromis. Vous embarquez aussi après? Alors après, ce qu'on embarque concrètement, une ration journalière, 80 jours de nourriture. Si on fait n'importe quoi, on va vite se retrouver avec 300 kg. Nous, on essaie de se limiter à 1,6 kg par jour, par 24 heures, pour avoir entrée plat dessert plus que 4 heures. Donc c'est tout, c'est sur les vêtements, c'est sur les outils embarqués, c'est l'aménagement du bateau. Donc je dis, on met pas de peinture dans le bateau parce que ça fait du poids, donc le bateau il est noir, il est brut de carbone. Il n'y a pas de coussin, la cuisine, c'est un réchaud qui fait ce diamètre-là. Il n'y a pas d'évier, voilà, on essaie, c'est minimaliste. Si vous débarquez quelque chose de dernière minute à l'embarquer, ça serait quel genre de choses? On ne débarque pas de dernière minute. Donc souvent, on refait un inventaire, et puis c'est anecdotique, on va enlever 1 kilo, parce que finalement c'est pas très important, mais c'est en amont tout ça, ça se fait un bateau. Comment vous vous organisez? Parce que partir 3 mois comme ça, c'est comme la station spatiale, c'est comme nous sommes dans une capsule. Comment vous avez des rituels, des rites? Comment vous organisez vos journées pour justement vous reposer, manger, méditer? L'organisation technique, elle se fait avec l'équipe. Voilà, chaque responsable va avoir une checklist du matériel qu'il souhaite faire embarquer dans le bateau, puis après on en discute. Après, moi personnellement, je ne me mets pas en dette de sommeil ou en dette de nourriture avant le départ, parce que ça serait juste taper dans ses réserves. Donc on vit normalement jusqu'au départ, forcément on se concentre, de plus en plus, mais non, il ne faut pas oublier, ne serait-ce que sa brosse à dents, voilà, il y a tout un matériel à embarquer, mais ça, le skipper il se prépare depuis 10 ans à faire ça. C'est en faisant des transatlantiques, en faisant du solitaire, en connaissant le milieu, la météo. Voilà, selon 4 jours avant le départ, je vais savoir un petit peu le scénario météorologique. Et forcément, je vais préparer mes affaires en fonction, je vais me préparer mentalement en fonction. Quand on part avec du beau temps comme ça ou quand on part avec une grosse dépression, on n'a pas la même concentration au jour du départ. Et vous avez par exemple Bert Paprika qui faisait son vol, son fameux vol énergie solaire, il dormait toutes les 20 minutes, vous avez une structure comme ça pour la journée?
Alors Bertrand Picard, je sais pas, mais je pense que c'est les mêmes problématiques. Forcément, on dort que 20 minutes parce qu'il y a un problème de veille. Le trafic maritime, des objets, des galeries mammifères qui sont dans l'eau. Après, c'est directement lié quand même à la météo. Dormir dans la tempête, c'est pas possible. Dormir dans le petit temps comme ça, c'est pas possible parce que c'est là où les gros écarts se font. Donc on essaye par 24 heures de dormir 4 heures en période de 20 minutes à 1 heure. Maintenant, il n'y a pas de routine en disant à 8 heures, un jour, ça c'est pas possible. Déjà, j'ai pas de 18 comme ça. Vous avez à la fin du dossier de presse qu'on vous a confié une double page qui est assez éloquente sur le matériel embarqué sur 2 mois et demi d'autonomie. Vous verrez, il y a beaucoup de choses pour le bateau et peu de choses pour Sébastien. Vous en prie. Est-ce que c'est le même genre de bateau que pour la Non, pas du tout. Non. La Coupe d'Amérique, c'est des courses qui durent 20 minutes. La Coupe d'Amérique, c'est des courses qui durent 20 minutes. Et des bateaux qui vont à presque 100 km/h. Et nous, c'est plus une course marathon. On va dire qu'il y en a un, c'est le 50 mètres et l'autre, c'est le marathon. Donc nous, c'est une course au large qui fait le tour du monde avec des bateaux qui vont un petit peu moins vite, mais qui sont beaucoup plus résistants pour faire le tour du monde. Pour revenir peut-être au bateau, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont communes à tous les bateaux ou imposées à tous les bateaux? On est vraiment totalement libre dans le développement du bateau. Alors il y a une jauge qui s'appelle la jauge IMOCA qui définit une longueur, donc 60 pieds, 18 mètres 28, un tirant d'eau, 4 mètres 50 de quille, une largeur à l'étrave. Donc plus les bateaux ils sont larges, plus ils sont puissants. Donc là ils ont limité ça, et puis il y a la hauteur du mât aussi qui est limitée. Le reste, c'est libre à chaque équipe de s'exprimer. J'avais juste un exemple pour vous sur la partie poids justement. Il y a de l'optimisation aussi, c'est-à-dire que en fait sur le Vendée Globe on a besoin d'énergie justement pour que le pilote automatique puisse marcher, pour que Sébastien puisse récupérer aussi des fichiers météo, pour qu'il puisse faire sa navigation. Et ça en fait on a besoin en fait, d'énergie, et cette énergie elle arrive par 2 moyens, soit en tout cas pour nous. Ça pourrait être du solaire, ça pourrait être par un moteur thermique et puis également par les hydrogénérateurs. Et en fait, nous pour le coup, on a fait attention à ce qu'on ait de la redondance, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'on embarque 100 litres de gasoil et puis qu'on fasse le reste avec l'hydrogénérateur. Il faut juste imaginer que si par exemple dès le départ on cassait l'hydrogénérateur, on se retrouverait en dette d'énergie et du coup se retrouver dans le risque d'abandonner, comme l'affaire Bernard Stamm d'ailleurs il y a 4 ans où justement il avait voulu optimiser sa charge, en tout cas son gasoil, c'est-à-dire qu'au lieu d'embarquer, je dis n'importe quoi, je dis un chiffre, 200 litres de gasoil, il s'est dit tiens je vais embarquer juste 50 litres, ce qui fait que ça me fait gagner 150 kg sur le bateau, mais je vais pouvoir avoir mon énergie par l'hydrogénérateur. Sauf qu'en fait il s'est retrouvé avec un hydrogénérateur qui ne marchait plus. Et malheureusement, avec 50 litres de gasoil, on ne peut pas faire un tour du monde. Et ça, typiquement, ce sont des choses justement qu'on décide ensemble, on optimise de façon à ce que, comme je vous le disais, c'est qu'on ait des redondances. C'est-à-dire qu'on a pris l'option de se dire, on préfère avoir 100 kg par exemple de plus de gasoil, de façon à ce qu'on puisse au moins aller jusqu'au bout, mais on a également l'hydrogénérateur, parce qu'on peut aussi imaginer que le moteur tombe en panne et qu'on puisse utiliser l'hydrogénérateur. Voilà, c'est un peu tout ça finalement qui fait qu'à un moment, il y a des choix à faire. Et le poids justement de l'ensemble de ce bateau est systématiquement pensé avec à chaque fois des choix qui sont très importants. Est-ce qu'il y a des espions avant le début de la course? Alors, alors oui, il y a des espions, mais c'est surtout en fait ils essayent de capter un peu toutes les informations qu'ils peuvent gagner à droite et à gauche les autres concurrents. Mais nous de la même manière, c'est-à-dire que souvent en fait, quand vous regardez les images là, pour
quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui finalement, entre guillemets, novice en la matière, il ne se rend pas compte forcément. Mais nous, quand on regarde des images comme celle-ci, c'est source d'information. Donc forcément, on va regarder également ce que font les autres, que ce soit en photo ou en vidéo, et ça nous donne également quelques informations. Alors c'est vrai qu'il les diffuse pas, et nous non plus d'ailleurs, mais en tout cas, on essaye de s'informer par différents biais. D'où l'importance finalement de rester vraiment, entre guillemets, cloisonné au sein même d'une équipe et essayer de faire le moins appel possible à d'autres. Quand je dis à d'autres, c'est les architectes, en fait on récupère des informations, mais on essaye d'en donner le moins possible. Oui, j'ai une question. Comment fait-on pour surveiller qu'il n'y ait pas de triche, parce que c'est en solitaire sans assistance, mais c'est pas facile de tricher. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un jaugeur, c'est-à-dire que quelqu'un qui est nommé par la Fédération française de voile et qui vérifie justement avant le départ que vous êtes bien en conformité. Première chose. Ensuite, pour notamment la partie non-assistance, Sébastien signe une décharge et un engagement comme quoi il ne fera pas appel, notamment je pense aux fichiers météo, il prendra uniquement les fichiers météo finalement qui sont qui sont diffusés pour le public. Et puis après, il y a une troisième vérification qui est à l'arrivée, où là, juste après le passage de la ligne d'arrivée, en fait, le jaugeur monte à bord et vérifie la conformité du bateau. Concrètement, il va y avoir des plombs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas bouger de certains endroits, et donc il y a des plombs qui font en sorte que le jaugeur peut vérifier ses points. Il y a des emplacements spécifiques, notamment que les réservoirs ne peuvent pas être bougés. Vous devez avoir également une réserve d'eau qui est de 10 litres. C'est ridicule, mais enfin ce serait les 10 litres qui nous permettraient au moins d'aller jusqu'au bout et pouvoir rejoindre une terre. Donc ça, c'est une notion de sécurité. Après, il y a le fait que ce sont des exemples. Hein. Vous avez vu donc que vous avez un foil derrière. Donc ça, c'est ni plus ni moins une aile d'avion et on ne peut pas on ne peut bouger ça que sur un axe. Et donc en fait, ils nous plombent également ces angulations de façon à ce que justement on puisse pas les bouger. C'est-à-dire que si on les bouge, le plomb saute et du coup on prend une pénalité. Alors en fonction de la gravité, la pénalité se fait en temps, mais elle peut amener jusqu'à une disqualification. On va se faire embarquer sur l'eau, je sais pas, avec l'eau, c'est rien. Ouais. C'est plus très discret maintenant. Avant le départ, la relation entre l'équipe et Sébastien est très très cohésionnée. Après, une fois que Sébastien est parti, comment vous maintenez cette cohésion tout au long des 3 mois et tout ça? Alors, le principe, c'est de dire que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, déjà. Ça, c'est la règle de base. Une fois que Sébastien part, c'est vrai que vous avez en public une position des bateaux toutes les 4 heures. Finalement, toutes les 4 heures, vous avez un classement qui est établi par l'organisation du Vendée Globe et vous avez le classement journalier des bateaux. Nous, par contre, on reçoit toutes les 10 minutes la position du bateau. Donc on sait exactement à quelle vitesse il est, quel angle il a par rapport au vent. Enfin, on a vraiment la marge du bateau, comme ce qu'il peut y avoir en fait en Formule 1, où on sait exactement comment ils exploitent finalement la voiture. Ben là, c'est pareil pour le bateau. On sait s'ils sont à 80, 85%, 90%. On sait les conditions qu'ils rencontrent. La mer, on l'a pas, mais par contre, on peut la récupérer nous sur des fichiers météo. Et puis après, il y a le contact qui se fait uniquement par Sébastien qui nous appelle. Alors, tout simplement pour nous donner des nouvelles ou alors pour nous dire bon j'ai tel problème, et pour le coup on échange. Voilà. Il y a des capteurs sur le bateau. Est-ce que vous, l'équipe à terre, vous recevez des informations de ces capteurs en direct ou ça sera seulement à la fin de la course que vous pourrez étudier l'information qui vient de ces capteurs? Sur le Vendée, je ne sais pas s'ils sont. Voilà. On a tous les capteurs sur le bateau. Quand on est sur les transatlantiques, ils sont branchés et reliés à la terre. Sur le Vendée Globe, le souhait, c'est comme ça consomme de l'énergie. Et puis moi, ça ne m'intéresse pas de consommer de l'énergie pour rien. Les capteurs, ils sont débranchés.
En fait, ces capteurs, au départ, ils nous servent vraiment à optimiser le bateau et on fait en sorte qu'on arrive à le rendre le plus performant possible. On considère qu'en fait, c'est pas qu'on considère, d'ailleurs on est sûr, c'est que le 6 novembre prochain, quand on sera au départ, le bateau il est optimisé, il est prêt à partir. Donc on n'a plus besoin de ces informations. Les seules informations dont a besoin Sébastien, en fait pour le Vendée Globe, c'est uniquement les charges finalement qu'il y a sur les foils, sur le gréement. Et ça, il est seul maître à bord et il saura à quel moment justement il peut exploiter encore plus la machine ou au contraire il faut qu'il lève le pied. C'est moins confortable. Voilà, donc ça change concrètement. C'est prévu de gagner entre 3 et 4 jours sur un tour du monde, donc c'est beaucoup plus rapide. Après, ça change le comportement du bateau parce que ça rend le bateau très volage. Donc il a plutôt tendance à ricocher sur l'eau quand le bateau est à haute vitesse. Donc ça rend le bateau beaucoup plus inconfortable avec des mouvements beaucoup plus secs. Donc il faut faire très attention sur les déplacements parce qu'on peut éventuellement se blesser juste en se déplaçant à l'intérieur du bateau. Voilà, ça change essentiellement ça. Alors, s'il n'y a plus de questions... Une question pour Sébastien. Sébastien, de quoi est-ce que vous vous réjouissez le plus et qu'est-ce que vous craignez le plus? On craint l'abandon, voilà, on craint l'avarie majeure qui fait que 2 ans de travail s'écroulent comme ça en quelques minutes. Après, on se réjouit tous d'une victoire à l'arrivée au Sable d'Olonne. Ça serait super. C'est un peu extrême, mais malheureusement c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous remercie en tout cas de votre présence. Si certaines personnes souhaitent pouvoir poser d'autres questions à Cyril ou à Sébastien, on reste là de toute façon. Et puis, je pense que peu ont testé. On a un espace de réalité virtuelle que je peux vous faire tester si vous le souhaitez. Vous pouvez embarquer sur un passage de front avec Sébastien. Et ce qui est bien, c'est qu'on est assis dans un site, pas besoin d'avoir pied marin, mais c'est vraiment très agréable de pouvoir embarquer à bord et voir à quoi ça ressemble. Cyril peut vous faire ça sans problème pour ceux qui ont envie de tester. Et moi je vous invite vraiment à nous suivre parce que je vous assure que le Vendée Globe c'est une course absolument fabuleuse. C'est tous les 4 ans et je pense que en tout cas on va essayer, et Sébastien et Stephen par le biais de ces communications et des vidéos qu'on transmettra, parce qu'on transmettra également des vidéos en live et puis également de ce que nous enverra Sébastien. Et je pense que l'idée c'est aussi de partager et d'essayer de partager au maximum cette aventure. Merci. Très bien. Merci.